Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la correction du sujet 0 de Terminal SP qui est sorti donc en 2020, enfin, fin 2020. C'est le sujet qui pourrait être donné en mars 2021 pour ceux qui ont pris l'aspect maths. Alors du coup, je ne vais corriger que les exercices pardon, des chapitres que j'ai traités, d'accord? Donc, grosso modo, je vais juste pas faire le 2 et le B, parce que ce sont les 2 seuls chapitres que je n'ai pas encore traités. Donc concernant l'exercice 1, donc c'était un QCM, un questionnaire à choix multiples, où chacune des questions avait une seule des 4 réponses exactes et aucune justification n'était demandée, donc c'était tout bénef, sauf que dans mon corrigé, j'ai quand même mis la justification parce que, vous avez besoin de savoir comment j'ai fait pour trouver la réponse. Donc dans le 1, on considère les suites un et Vn telles que pour tout entier naturel n, un égale 1 moins 1 quart puissance n et Vn égale 1 plus 1 quart puissance n. On considère de plus une suite Wn qui, pour tout entier naturel n, vérifie qu'elle est toujours comprise entre un et Vn. On peut affirmer que, alors, peut-on affirmer que les suites un et Vn sont géométriques? Alors, faux. J'ai mis à cause du 1 moins et du 1 plus. Donc, sous-entendu, voilà, cette partie-là et cette partie-là, voilà, c'est les deux morceaux, entre guillemets, qui bloquent le fait que vos suites sont géométriques. Si ça avait été uniquement le 1 quart puissance n, ça aurait été géométrique, mais là, malheureusement, ça ne l'est pas. Si ça avait été 1 quart puissance n fois 4, fois 3, fois 2 puissance n, fois quelque chose, là, ça aurait quand même été une suite géométrique parce qu'il y avait une multiplication, mais à partir du moment où vous avez une addition et une soustraction, c'est foutu, ce n'est pas une suite géométrique. La suite Wn converge vers 1. Alors oui, ça c'est vrai pour le coup. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un quart donc, qui est compris entre 0 et 1. Donc votre 1 quart puissance n qui est ici, les deux 1 quart puissance n vont tendre vers 0 quand n tend vers plus infini, d'après votre propriété des suites géométriques. Donc, un et Vn vont toutes les deux converger vers 1 moins 0 et 1 plus 0, c'est-à-dire vers 1. Puisque la suite Wn pour tout n est comprise entre un et Vn, du coup, d'après votre théorème des gendarmes, cela nous confirme que Wn tend vers 1 également. Donc on pourrait s'arrêter là. Je vous donne quand même la justification pour les deux autres. Donc la suite un est minorée par 1. Minorée par 1, ça veut dire que son minimum c'est 1. Or, rien que quand vous calculez U1, ça fait 1 moins 1 quart et ça fait 3 quarts qui est plus petit que 1, ce qui contredit le fait qu'elle soit minorée par 1. Et la suite Wn est croissante. Wn, la seule information qu'on a sur Wn, c'est qu'elle est comprise entre un et Vn, donc il n'y a rien qui nous permet d'affirmer ou d'infirmer que la suite est croissante. Ensuite, je vais juste changer mon dessin. Voilà. On considère la fonction f qui est définie par x e de x carré. Donc la fonction dérivée de f est la fonction f' définie sur, alors ça, pas de piège particulier, vous faites un u fois v, donc je vais marquer ici, en vous rappelant que la dérivée de exponentielle de u, je vais le marquer comme ça, la dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Ça veut dire que la dérivée de e de x carré, c'est donc 2x e de x carré. Et du coup, quand vous appliquez votre u'v plus uv', ça vous fait 1 fois exponentielle de x carré plus x fois 2x exponentielle de x carré. Et ça vous fait donc 1 e de x carré plus 2x carré. Du coup, j'ai x fois x ici qui devient x carré exponentielle de x carré. Et ça vous donne donc la réponse C si vous factorisez par exponentielle de x carré. Du coup, ça vous donne simplement votre 1 plus 2x carré. Pour la question 3, que veut la limite de cette chose-là? Donc ça nous arrange. C'est une question relativement simple. Pourquoi? Parce que nous avons appris, propriété que j'ai rappelée ici, que la limite d'un quotient de polynôme en plus infini est la limite du quotient des monômes de plus haut degré. Donc du coup, la limite de votre grosse fonction rationnelle ici, c'est simplement la limite de x carré sur 2x carré, puisque ce sont les deux monômes de plus haut degré.
et je simplifie les x carrés en bas. Je n'oublie pas de simplifier, sinon ça n'a strictement aucun sens et j'ai toujours mon indétermination. Et ça me donne la limite de 1,5. Et donc ça fait simplement 1,5. Du coup, c'est la réponse C. Voilà, donc aucune difficulté là-dessus. Ensuite, alors je vais fermer ça juste pour pouvoir baisser ici pour avoir les questions 4 et 5 et pareil ici. Voilà. Donc j'enlève mes annotations. Question numéro 4. On considère la fonction h continue sur un intervalle moins 1, tel que h de moins 1 égale 0, h de 0 égale 2 et h de 1 égale 0. Donc là, on a simplement 3 images. On peut affirmer que la fonction h est croissante sur un intervalle moins 1, 0. Alors, faux, on ne peut rien conclure du tout de 3 images. Voilà, on sait juste qu'elle est continue, elle peut très bien avoir des variations nombreuses entre moins 1 et 0, on n'en sait strictement rien. Donc tout ce qui est croissance et décroissance, on ne peut pas affirmer ni infirmer quoi que ce soit. La fonction h est positive sur un intervalle moins 1, 1. Bah, c'est pareil, hein, comme on ne connaît pas les variations, on ne sait pas entre moins 1 et 0, ça se trouve, elle descend jusqu'à moins 4, on ne sait pas. Donc on ne peut pas affirmer cela. Par contre, la réponse C, il existe au moins un nombre réel A dans l'intervalle 0, 1 tel que h de A égale 1. Ça, par contre, ça peut être confirmé pour la simple et bonne raison que le au moins, ici, fait penser donc au premier, on va dire au théorème des valeurs intermédiaires, mais initiales, où vous n'avez pas besoin des variations, et donc vous avez juste besoin de savoir que h de 0, ça fait 2, et que h de 1, ça fait 0, et comme votre 1 qui est ici, il est compris entre 2 et 0, enfin 0 et 2 en l'occurrence, ça veut dire qu'il existe au moins une solution. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir les variations, vous pouvez simplement compter. Vous pouvez simplement, justement, ne pas compter les solutions. Et dans la question D, justement, en fait, ça admet exactement 2 solutions. Là, du coup, on ne peut pas compter exactement les solutions parce qu'on n'a pas de variation. Donc, c'était la réponse C. Question numéro 5, on suppose que G est une fonction dérivable sur l'intervalle moins 4, 4. On donne ci contre la représentation graphique de sa fonction dérivée. Donc ça, c'est G'. D'accord? On peut affirmer que... Blablabla. Alors, du coup, déjà, le graphique, il vous dit que G' est positive sur... Donc, vous voyez, G', là, il est au-dessus de mon axe... voilà, G', là, il est au-dessus de l'axe des abscisses, ici et ici. Donc, du coup, sur moins 4, 0 et 2, 4, voilà, votre fonction G', elle est positive. Et G' est donc négative ici entre 0 et 2, d'accord? Et vous savez normalement que c'est la positivité ou la négativité de la fonction qui vous donne en fait les variations de la fonction G. Du coup, G est croissante sur moins 4, 0 et sur 2, 4 et décroissante sur 0, 2. Ça veut dire que G admet un maximum en moins 2, ben, c'est pas possible parce qu'entre moins 4 et 0, elle est croissante. Que G soit croissante sur l'intervalle 1, 2, ben non, malheureusement, elle est croissante sur 2, 4, et entre 0 et 2, elle est décroissante. Et G admet un minimum en 0, et ben c'est pareil, c'est impossible, vu qu'elle est croissante sur 0, sur moins 4, 0, ça veut dire qu'en 0, elle admettrait plus un maximum qu'un minimum. Bon. Et du coup, il nous reste juste la C, mais que vous pouvez largement justifier en disant que G' est croissante. G', alors attendez, hop là, j'efface mes dessins. G', elle est croissante ici sur l'intervalle 1, 2. Et le fait que G' soit croissante, par définition de la convexité, ça veut dire que G est convexe sur l'intervalle 1, 2. Donc la bonne réponse, c'était la réponse C. J'efface tous mes dessins et je passe à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, du coup ouais, je ne passe pas à l'exercice 2 parce que du coup, l'exercice 2, je ne le fais pas vu que ça traite de la géométrie en espace et que nous en sommes qu'au début. Et on verra tout ça par la suite. Donc, j'attaque l'exercice 3 ici.
Donc je reprends mes annotations. Ici, vous avez donc pour préparer l'examen du permis de conduire, on distingue deux types de formation. La formation avec la conduite accompagnée et la formation traditionnelle. On considère un groupe de 300 personnes venant de réussir l'examen du permis de conduire. Dans ce groupe, 75 personnes ont suivi une formation avec conduite accompagnée et parmi elles, 50 ont réussi l'examen à leur première présentation et les autres ont réussi à leur deuxième présentation. 225 personnes se sont présentées à l'examen suite à une formation traditionnelle. Parmi elles, 100 ont réussi l'examen à la première présentation, 75 à la deuxième et 50 à la troisième. Donc on note A, la personne a suivi une formation conduite accompagnée, R1, il a réussi du premier coup, R2 du deuxième coup, R3 du troisième coup. Modéliser la situation par un arbre pondéré. Donc là, on a simplement un arbre qui nous dit est-ce que la personne a suivi une formation conduite accompagnée ou pas. Et après, pour ceux qui ont suivi la formation conduite accompagnée, bah, c'est du premier coup et du deuxième coup. Et pour ceux qui ne l'ont pas suivi, c'est premier coup, deuxième coup, troisième coup. Donc ensuite, ici, j'ai juste à reporter les valeurs de l'énoncé. Mais attention, puisque dans l'énoncé, on ne vous donne pas des pourcentages ou des fractions, mais bien des nombres de personnes. Il faut attention à choisir le bon dénominateur. Donc, dans le groupe de 300 personnes, on a 75 qui ont fait la formation et 225 qui ne l'ont pas fait. Donc, pour A et A bar, c'est assez simple, hein, c'est 75 sur 300 et 225 sur 300. Par contre, pour R1 et R2, du coup, on en a 50 qui ont réussi du premier coup et donc 25 qui n'ont pas réussi du deuxième coup. Sachant que le total de ces deux fractions doit faire 1, forcément, le total, enfin le dénominateur, c'est forcément le total des deux, donc 75, d'accord? Pareil ici, j'ai 100 personnes qui ont réussi du premier coup, 75 du deuxième coup, 50 du troisième coup, donc j'ai 225 personnes en tout, ce qui était ce que j'avais ici, 225 ici, mais c'était cohérent, et donc mes dénominateurs sont tous 225 ici. Dans les questions suivantes, les probabilités demandées seront données sous forme d'une fraction irréductible. Sachez quand même que lorsqu'on vous met cette phrase, ça veut dire qu'on est capable de mettre des points simplement parce que vous avez respecté cette consigne et slash, du coup, on peut vous en enlever, donc ce serait dommage de ne pas faire attention à bien mettre les fractions sous forme irréductible. Donc 2A, calculer la probabilité que la personne interrogée ait suivi une formation avec conduite accompagnée et réussi l'examen à sa deuxième présentation. Donc ici, on a un « et » ici, et normalement, vous savez que le « et » veut dire simplement inter, ici. Donc, dans la question de A, on cherche P de A inter R2. Pour faire P de A inter R2, vous vous rappelez simplement que A inter R2, du coup, c'est ce chemin-là. D'accord. Et du coup, vous devez multiplier les probabilités qui se trouvent sur ces branches. Donc, du coup, 75 sur 300 fois 25 sur 75. J'ai simplement tapé à ma calculatrice pour avoir la fraction irréductible. Ça me donne 1/12e. Pour la question B, montrer que la probabilité que la personne interrogée ait réussi l'examen à sa deuxième présentation est égale à 1/3. Du coup, ici, c'est un tout petit peu plus compliqué puisque R2 apparaît ici et ici. D'accord? Donc, vous avez le chemin bleu plus le chemin rouge ici. Ça veut dire que je vais devoir faire l'addition des deux, vu que j'ai 2 fois R2. Donc, je fais P de A inter R2 plus P de A bar inter R2. Et ça, cette addition-là s'appelle la loi des probabilités totales. Je remets mon 1/12e que j'ai trouvé à la question précédente. Et pour calculer le chemin en rouge ici, je fais 225 sur 300 fois 75 sur 225. Je m'excuse, là on ne voit pas très bien, mais du coup, comme je vous enverrai le PDF, du coup, ça sera clair. Et du coup, en faisant cette multiplication, je trouve la fraction irréductible 1/4. Et quand j'additionne les deux, ça fait bien 1/3, ce qu'on voulait trouver. La personne interrogée a réussi l'examen à sa deuxième présentation. Quand on a une phrase déclarative au début de votre question, ça veut simplement dire que on aura une probabilité conditionnelle. Parce qu'on vous donne une information supplémentaire. On vous dit que la personne interrogée a réussi l'examen à sa deuxième présentation, donc maintenant vous le savez. Quelle est la probabilité qu'elle ait suivi une formation avec conduite accompagnée? On veut donc calculer la probabilité, d'accord, probabilité qu'elle ait suivi une formation avec conduite accompagnée, sachant qu'elle a réussi l'examen à la deuxième présentation.
Et là, j'applique simplement la formule que j'ai apprise dans le cours. Donc, je vous rappelle, on divise par ce qu'on sait. Du coup, c'est P de A inter R2 divisé par P de R2. Et P de A inter R2, je l'ai calculé à la première question, enfin la deuxième en l'occurrence, mais voilà, c'était 1/12. Et la deuxième, je l'ai calculée, et voire on vous la donne même dans l'énoncé. Donc, si vous ne trouvez pas la même chose que dans l'énoncé à la question B, bah, utilisez quand même la question B. Hein. 1/3, et du coup, la fraction irréductible, c'est 1/4. On note X, la variable aléatoire qui a toute personne choisie au hasard dans le groupe, associe le nombre de fois où elle s'est présentée à l'examen jusqu'à sa réussite. Ainsi, X égale 1 correspond à l'événement R1. Donc, par conséquent, X égale 2, c'est R2, et X égale 3, c'est R3. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X. Donc, du coup, je vous rappelle que la loi de probabilité, c'est un tableau. Donc, un tableau qui a cette forme-là. Vous faites X égale XI et P de X égale XI. Donc forcément, pour les X égale XI, comme c'est le nombre de fois où la personne elle a passé l'examen, bah, du coup, c'est 1, 2 et 3. On n'a que ça. Et donc, je peux d'ores et déjà compléter le tableau ici avec mon 1/3. Je vais passer les annotations. Avec le 1/3 qui est ici. Pourquoi? Parce que bah, ici, dans la question B, vous aviez déjà trouvé que P de R2, c'était 1/3. Et du coup, vous pouvez le remplir là. Donc, du coup, il vous faut calculer ici P de R1. Donc, j'ai fait le calcul ici avec toujours la loi des probabilités totales, et ça fait 1/2. Et ici, P de R3. Alors, P de R3, ce qui était bien en fait dans votre arbre, c'est que P de R3, il apparaissait qu'une seule fois. Donc, P de R3, bah, c'est 225 sur 300 fois 50 sur 225. Voilà, et ça faisait 1/6. Et donc, remarque, la somme des 3 fait 1. Et c'est très, très important que la somme des 3 probabilités de votre loi soit égale à 1. Du coup, on est bon. Calculer l'espérance de cette variable aléatoire, interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice. Du coup, pour calculer l'espérance d'une loi de probabilité qui n'a pas de nom particulier, vous faites 1 fois 1/2 plus 2 fois 1/3 plus 3 fois 1/6, ce qui vous fait 5/3 environ 1,66. Ça veut dire qu'en moyenne, une présente s'est présentée entre 1 et 2 fois à l'examen, plutôt même 2 fois. Il y a quand même plus de chances qu'elle se présente 2 fois si vous arrondissez à l'unité. Donc du coup, vous avez quand même plus de chances de le présenter 2 fois de manière globale. Voilà. Dans la suite de l'exercice, on vous disait qu'on choisissait successivement et de façon indépendante n personnes parmi les 300 du groupe étudié où n est un entier naturellement nul. On assimile ce choix à un tirage avec remise de n personnes parmi les 300 personnes du groupe. Le avec remise est très important puisqu'il va nous permettre de faire une loi binomiale. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté. J'aurais dû noter. J'ai été lancée dans ma phrase et j'ai oublié de noter la loi binomiale. Du coup, on admet que la probabilité de l'événement R3 est égale à 1/6. Ça tombe bien, c'est ce qu'on avait trouvé. Dans le contexte de cette question, préciser un événement dont la probabilité est égale à 1 moins 5/6 puissance n. Alors déjà, 5/6, ben, c'est l'inverse de... Non, c'est l'inverse. C'est la probabilité de R3 bar, c'est-à-dire la probabilité qu'il n'ait pas présenté l'examen 3 fois. Donc 5/6 est la probabilité de s'être présenté à l'examen strictement moins de 3 fois. D'accord? C'est-à-dire pas 3 fois. En fait. Du coup, 5/6 puissance n signifie qu'ils ont tous eu l'examen en moins de 3 fois. C'est-à-dire que personne n'a passé 3 fois l'examen. Et donc, soit x est variable aléatoire comptant le nombre de personnes qui a présenté l'examen moins de 3 fois. Et donc là, je vais peut-être rajouter quand même que x suit la loi binomiale de paramètres. Donc, il y a n personnes là. Et p, alors du coup, présenter moins de 3 fois. Donc, moins de 3 fois, la probabilité, c'est 5/6. Voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, on a bien P de x égale n égale 5/6 puissance n. Ça veut dire qu'il n'y a que des succès. Et que des succès, vous savez que c'est P puissance n. Donc, 1 moins 5/6 puissance n, c'est la probabilité d'avoir au moins un échec. C'est l'inverse d'avoir que des succès. Donc, ça veut dire que c'est la probabilité qu'au moins une personne ait présenté l'examen 3 fois. Donc, cette probabilité-là, c'est ça. On considère la fonction Python seuil ci-dessous. Donc, seuil, c'est son nom. Hein. Ce n'est pas un truc que vous êtes censé connaître. Où P est un nombre réel appartenant à l'intervalle 0,1. Donc, normalement, vous avez fait quand même du Python, mais vous avez aussi fait
de l'algorithmique de base et vous savez à peu près, voilà, surtout pour une fonction aussi simple, voilà, vous savez, à quoi ça correspond. Donc on va décortiquer ça ensemble. Ici, vous avez donc def seuil p, ça veut dire que c'est la fonction qui s'appelle seuil, d'accord? Donc n égale 1, ça c'est votre initialisation, ça veut dire que vous dites à l'ordinateur, ben, pour l'instant, moi n niveau 1. While, pour ceux qui parlent un minimum anglais, ça veut dire tant que. Donc tant que 1 moins 5 sixième puissance n est plus petit ou égal à p, d'accord, donc votre p qui est ici, du coup, on recommence à faire n égale n plus 1, d'accord? Ça veut dire que tant que votre 1 moins 5 sixième puissance n, il est plus petit ou égal à p, ben, vous rajoutez une unité à n, donc ça veut dire que vous commencez par n égale 1, après vous faites n égale 2, n égale 3, jusqu'à ce que ce soit strictement plus grand que p, d'accord? Et après, on vous demande la valeur de n. Donc, return, avec un magnifique accent anglais, là. Return n, ça veut dire que ensuite, on demande à l'ordinateur de nous dire combien vaut n. Parce que l'ordinateur est stupide, si vous lui demandez de calculer 2 plus 2, il va vous répondre, c'est bon, j'ai calculé. Si vous ne lui demandez pas de vous dire le résultat, il ne vous dira pas le résultat. Donc, c'est à ça que sert le return. Quelle est la valeur renvoyée par la commande seuil 09? Donc, du coup, on veut savoir quand est-ce que 1 moins 5 sixième puissance n est strictement supérieur à 0,9. Donc, moi, je l'ai résolu à la main. Donc, on cherche le premier n tel que 1 moins 5 sixième puissance n strictement supérieur à 0,9. Maintenant que vous connaissez, enfin, du moins, vous pouvez le résoudre, je pense, strictement à la calculatrice, vu que le logarithme népérien ne fait pas forcément partie du programme proprement parlé, du cœur du programme, on va dire. Donc, je pense que vous pouvez le faire avec le table de votre calculatrice, parce qu'on vous demande simplement quelle est la valeur renvoyée. Bon. Mais je le fais à la main avec le LN pour ceux qui seraient intéressés pour la réelle méthode au cas où de vous en servir. Donc, je commence par passer le 1 de l'autre côté, je fais moins 1 de chaque côté. J'ai donc moins 5 sixième puissance n qui est strictement supérieur à 0,9 moins 1 qui fait moins 0,1. J'ai ici un négatif des deux côtés. Ici, je multiplie par 0,1. Attention, je multiplie par moins 1, pardon. Je multiplie par moins 1. Faites attention, quand vous multipliez par un négatif, du coup, ça change le sens de l'inégalité. Donc ici, du coup, j'ai un plus petit ou égal au lieu d'un plus grand. Du coup, je peux, puisque je suis positif des deux côtés, attaquer le ln. Enfin, mettre le ln des deux côtés, appliquer le ln. J'applique le ln des deux côtés. Je peux appliquer le ln des deux côtés sans changer le sens de l'inégalité parce que ln est une fonction strictement croissante sur 0 ouvert plus infini. J'applique mon logarithme népérien des deux côtés. D'après ma propriété du ln, ici, le n qui est là en puissance, et ben, du coup, passe devant. C'est une de mes propriétés du logarithme népérien. Et du coup, ici, j'ai n fois ln de 5 sixième qui est strictement inférieur à ln de 0,1. Du coup, je peux diviser, mais attention, ici, pareil, un petit peu que tout à l'heure, ici, hop là, quand je divise par ln de 5 sixième, et ben, je divise par un négatif. Faites attention, ln de un truc plus petit que 1, un truc compris entre 0 et 1, 0, quelque chose, c'est négatif. Donc, comme c'est négatif, je rebascule mon inégalité dans les plus grand ou égal, et du coup, j'ai n strictement supérieur à ma petite fraction qui est là, et ça fait environ 12,63. Comme je veux que n soit strictement supérieur à 12,63, ça fait forcément n égale 13, et c'est ce que vous affiche la commande en sortie. Donc n égale 13, ça veut dire que la probabilité que sur les n personnes, au moins une ait présenté l'examen 3 fois, donc cette probabilité, elle est strictement supérieure à 0,9 à partir de n égale 13 personnes. Donc à partir de 13 personnes interrogées, voilà, la probabilité qu'il y en ait au moins une qui ait passé l'examen 3 fois, bah, c'est supérieur à 0,9. Voilà, et c'est très exactement ce qu'on vous demandait. On passe maintenant à l'exercice A. Voilà, donc l'exercice B traitant des équations différentielles que je n'ai pas encore traitées en classe, du coup, on l'abordera à un autre moment, voire je vous le donnerai à faire en DM une fois qu'on aura fait le chapitre au choix.
Donc, j'efface mes annotations ici. Donc, dans l'exercice, c'est simplement logarithme, fonction, convexité, tangente, le classique. Donc, sur le graphique ci-dessous, on a représenté dans un repère orthonormé la courbe représentative CF d'une fonction f définie sur 0 plus infini. La tangente TA qui est ici, qui est tangente au point A qui est de coordonnées 1 sur E. La tangente TB au point de coordonnées 1, 2. Et la droite TA est parallèle à l'axe des abscisses, donc elle est bien horizontale, et la droite TB coupe l'axe des abscisses aux coordonnées 0, 3 et, pardon, 0, 3 il est là, 0, 3 et 3, 0. Donc à partir de là, on va pouvoir commencer à répondre aux questions suivantes. Donc, déjà la partie 1. Déterminer graphiquement les valeurs de f' de 1 sur e et de f' de 1. Donc quand on vous demande graphiquement les valeurs de dérivées en certains points, ça sous-entend les pentes des tangentes. Parce que je vous rappelle que f' de 1 sur e, c'est le coefficient directeur de la tangente en 1 sur e, et donc c'est le coefficient directeur de TA. TA étant parallèle à l'axe des abscisses, le coefficient directeur de cette droite est donc 0, donc on a f' de 1 sur e qui est égal à 0. De même, ici, si vous voulez déterminer la pente, alors simplement, vous pouvez faire avec les points 3, 0 et 0, 3, bon, c'est pas très gênant, hein, mais vous pouvez largement voir ici que la pente, c'est moins 1, d'accord? Quand on va de 1 carreau vers la droite, on va de 1 carreau vers le bas, donc la pente, c'est moins 1. En déduire l'équation de la droite TB, donc l'équation de la droite TB, d'après votre cours au niveau de l'équation de la tangente, c'est donc y égale f' de 1 x moins 1 plus f de 1 et moins 1, donc f' de 1 c'est égal à moins 1, donc moins 1 facteur de x moins 1 plus, et donc f de 1 c'est 2, puisqu'ici on vous dit que l'image de 1 c'est 2, et même vous pouvez voir sur le graphique d'ailleurs, hein. Du coup, vous développez votre moins 1 dans votre parenthèse, ça vous donne moins 1x plus 1, du coup, parce que moins 1 fois moins 1 c'est plus 1, plus 2, et donc ça vous fait moins x plus 3, d'accord? Ça c'est l'équation de votre droite TB. Dans la suite de l'exercice, on vous dit, on suppose maintenant que la fonction f est définie sur 0 plus infini par f de x égale 2 plus ln de x sur x. Ça va, ils n'ont pas été trop méchants avec vous, ils vous ont mis juste du ln de x et non pas du ln de, ça aurait pu être tellement pire. Donc tout va bien. Par le calcul, montrez que la courbe CF passe par les points A et B et qu'elle coupe l'axe des abscisses en un point unique que l'on précisera. Du coup, ici, donc ici, il y avait entre guillemets, trois temps à la question. D'accord? Il y avait déjà montré qu'elle passe par le point A, montré qu'elle passe par le point B et montré qu'elle coupe l'axe des abscisses en un point unique que l'on précisera. Bon, il y avait 3 points. Donc, premier point, je calcule l'image de 1 sur E. Je vous rappelle que, le point A est de coordonnées 1 sur E. Ça veut dire que l'image de 1 sur E par la fonction doit faire E. Donc, c'est très exactement ce que je vérifie. Je remplace ici par 1 sur E mes 2x. Ici, j'ai donc 2 plus ln de 1 sur E sur 1 sur E. Je vous rappelle que 1 sur E, c'est la même chose que E de moins 1. D'accord? C'est la même chose. Donc, du coup, ici, comme j'ai ln de E de moins 1, ça me fait simplement moins 1. 2 plus moins 1, ça fait 1. Ça fait donc 1 divisé par 1 sur E. Et comme quand je divise par une fraction, je multiplie par son inverse, ça me donne simplement E. Et c'est bien les coordonnées du point A. Donc, f de... pardon. F de 1 sur E égale E, donc 1 sur E, E appartient à la courbe, et c'est la première partie de ma question. Ensuite, ici, je dois montrer que F de 1 égale 2. Donc, je remplace par F de 1, coup de bol, ln de 1, ça fait 0. Donc, attendez, je vais le marquer quand même, au cas où vous vous rappelez plus, ln de 1, ça fait 0. ln de 1, ça fait 0, donc du coup, ça fait simplement 2 sur 1 qui fait 2, donc 1, 2 appartient à la courbe, et c'est bien votre point B. Et dans un troisième temps, on vous demandait de montrer que ça coupait l'axe des abscisses à un certain point. Donc là, graphiquement, on sait que c'est à peu près là. On va dire au niveau du calcul, on ne sait rien du tout. Donc on veut résoudre f de x égale 0, c'est-à-dire 2 plus ln de x sur x égale 0. Or, une fraction est égale à 0 que si son numérateur est égal à 0. Donc du coup, vous devez résoudre 2 plus ln de x égale 0. C'est équivalent à dire que ln de x est égal à moins 2. Puisque j'ai passé mon 2 de l'autre côté, et cela, j'ai fait moins 2 des deux côtés, pour équilibrer mon équation. Et du coup, il ne me restait plus qu'à passer à l'exponentielle, puisque vous savez que l'exponentielle de ln de x fait x.
Et donc, ça me donne x égale exponentielle de moins 2. La courbe coupe donc l'axe de l'abscisse en exponentielle de moins 2, 0. Et quand vous calculez exponentielle de moins 2 à la calculatrice, ça vous donne à peu près 0,20. Voilà. J'efface mon dessin. Ensuite, déterminer la limite de f quand x tend vers 0 par valeur supérieure, donc sous-entendu par 0 plus, et la limite de f quand x tend vers plus infini. Donc, la limite de quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Ça, c'est quelque chose que vous êtes censé savoir d'après votre cours. Et quand vous rajoutez 2 par somme, ça vous fait simplement moins l'infini. La limite quand x tend vers 0 plus de x fait bien évidemment 0 plus. Et ici, ce n'est pas une indétermination. D'après votre tableau que vous avez bien évidemment appris de quotient de limite, enfin limite de quotient plutôt, du coup, la limite de f en 0 plus, ça fait moins l'infini simplement par quotient. Par contre, en plus infini, c'est beaucoup plus compliqué. Ici, ln de x tend vers plus infini, donc 2 plus ln de x tend également vers plus infini, et x tend vers plus infini, donc on a une forme indéterminée. Mais heureusement, nous avons nos croissances comparées, et par croissance comparée, nous savons que quelque chose de la forme ln de x sur x tend vers 0 plus quand x tend vers plus l'infini. Du coup, par croissance comparée, la limite de f est 0 plus, et c'est très exactement cohérent avec notre dessin en haut que la limite en 0 plus, ça passe moins l'infini, et que la limite en plus l'infini, ça passe 0 plus. Essayez, si vous pouvez, quand vous avez des questions comme ça, de vérifier si graphiquement ça vous paraît logique, parce que il se peut que du coup vous fassiez une petite erreur de calcul ou une erreur d'inattention ou quelque chose comme ça, et ce serait dommage vraiment de perdre des points alors que vous aviez de base la bonne réponse et que vous auriez pu vérifier sur le graphique. On vous demandait ensuite de montrer que la dérivée était égale à cette fraction. Du coup, on applique simplement la formule du u sur v, donc u'v moins uv' sur v carré. La dérivée de 2 plus ln de x, ça fait la dérivée de 2, c'est-à-dire 0, plus la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x, donc 1 sur x, fois x, moins, donc mon numérateur, fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1 sur x carré. Pas trop de pièges. Ici, j'ai 1 sur x fois x qui me fait 1, puisque je peux simplifier un x en haut et en bas. X étant non nul ici par votre 0 ouvert. J'ai donc 1 moins 2 moins ln de x, puisque le moins qui est devant cette parenthèse, attention, change le signe ici de les deux termes qui sont dans votre parenthèse. Et ici, j'ai donc moins 1 moins ln de x sur x carré, qui est ce qu'on m'avait demandé, très simplement. Bon. Dresser le tableau de variation de f sur 0 ouvert plus infini. Pour cela, il nous faut faire le tableau de signe déjà de mon f' que j'ai trouvé à la question précédente. Et pour ça, je dois résoudre moins 1 moins ln de x. Alors moi, j'ai mis strictement supérieur à 0, comme ça, je sais où mettre le plus. D'accord? Vous pouvez faire égal à 0 et faire votre technique après pour remplir les signes, mais moi, je trouve ça plus pratique comme ça. Donc ici, je passe le moins 1 de l'autre côté, slash, je fais plus 1 des deux côtés pour enlever mon moins 1. J'ai donc moins ln de x strictement supérieur à 1. Je divise par moins 1. J'ai donc mon signe qui change ici. Et j'applique ma fonction exponentielle qui ne me change pas le sens de l'inégalité parce que ma fonction exponentielle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Et j'ai donc x strictement inférieur à exponentielle de moins 1. Exponentielle de moins 1 qui est égale à 1 sur e, ne l'oublions pas, qui vous rappelle que c'était a le sommet de votre courbe et donc a était d'abscisse 1 sur e. Ici, j'ai donc le moins 1 moins ln de x qui était positif quand x est plus petit que exponentielle de moins 1. Donc ici, entre 0 et exponentielle de moins 1, j'ai un plus. Et ensuite, j'ai un moins. X carré est toujours positif et s'annule en 0. J'ai mis la double barre ici au cas où, puisque de toute façon, elle n'est pas comprise dans l'intervalle de définition. Et donc, mon f', il est positif entre 0 et exponentielle de 1, il est négatif après, et ça me donne une fonction qui est croissante puis décroissante, et qui a donc son maximum ici en exponentielle de moins 1. Et si je calcule l'exponentielle, l'image de l'exponentielle de moins 1, ça me fait f de 1 sur e, que j'ai déjà calculé à la question 1, et qui fait e. Donc, j'ai directement rempli ici e. Et j'ai rempli les limites que j'ai calculées aux questions précédentes, moins l'infini et 0 plus, et j'ai mon tableau de variation complet. On note f seconde, la fonction dérivée seconde de f. On admet que pour tout x, donc f seconde, on vous le donne.
Grand bien nous fasse, nous n'avons pas à calculer une deuxième fois un U sur V. Mais vous auriez pu le faire quand même, parce qu'il n'était pas très compliqué ce U sur V, hein, quand même. Bon. Déterminer le plus grand intervalle sur lequel f est convexe. Donc, je vous rappelle que f est convexe si f' est strictement croissante et donc si f seconde est positive. Alors, du coup, là, j'ai résolu simplement le numérateur positif. Pourquoi? Parce que x3, il est strictement positif sur 0 plus infini, donc on n'a pas de problème avec le dénominateur. Donc, il me reste à voir si le numérateur est bien positif. Et je fais une résolution très classique. Ici, je passe de l'autre côté, slash, je fais moins 1 du deux côtés. Ça me fait moins 1, 2 ln de x strictement supérieur à moins 1. Ici, je divise par 2, ça me fait ln de x strictement supérieur à moins 1 demi. Je n'ai pas besoin de changer le sens de l'inégalité parce que j'ai divisé par un 2, qui est positif. Et ici, j'applique l'exponentielle. Alors là, et pour le coup, je l'ai mis quand même. L'exponentielle est une fonction strictement croissante. C'est pour ça que ça ne change pas le sens de l'inégalité, comme je l'avais dit déjà au-dessus, je ne l'avais pas noté. Et une fois appliqué, l'exponentielle me donne x strictement supérieur à l'exponentielle de moins 1,5. Ça veut dire qu'à partir du moment où x est plus grand que l'exponentielle de moins 1,5, elle est, enfin, ce morceau-là, ce numérateur-là est positif. J'ai donc f qui est convexe sur exponentielle de moins 1,5 plus l'infini. Et j'ai terminé mon exercice. Donc ici, j'ai un exercice de déquadif et de fonction exponentielle et de suite qui est un petit peu, entre guillemets, long et surtout que j'ai pas fait le chapitre, donc je n'y attaquerai pas. Et pareil, je ne suis qu'aux prémices de la géométrie dans l'espace, donc du coup, je ne ferai pas tout de suite la correction de cet exercice, bien que très classique, hein, il a déjà été posé quasi similaire au bac il y a quelques années, voilà, donc ça ne change strictement rien. Pour ceux et celles qui par hasard regardent la vidéo qui passe par là, du coup, vous pouvez trouver les corrigés d'exercices de ce style sur un site internet. Alors moi, je vous conseille, ne bougez pas, je ne vois plus rien avec mon écran, c'est super. Voilà. Donc il y a un site qui s'appelle Math France. Voilà, et donc Math France, si vous tapez Math France sur internet, du coup vous avez les sujets de bac S du moins par année, et ici vous avez les annales thématiques, et ça vous permet, en cliquant par exemple sur géométrie dans l'espace, d'avoir tous les sujets. Alors je crois que ça a été, voilà, vous voyez ça commence à 2017, si vous voulez 2018-2019, du coup il faut taper manuellement parce qu'ils n'ont pas encore été classés. Mais du moins, vous avez donc les sujets, vous avez la longueur, la difficulté, les thèmes abordés, et vous avez que l'énoncé, que le corrigé, ou l'énoncé et le corrigé, donc c'est quand même assez complet. Et donc, vous avez une foule d'exemples éventuellement à regarder si vous avez déjà fait le chapitre. Voilà, j'espère que tout est compris et que vous n'avez pas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou m'envoyer un mail s'il s'agit de mes élèves. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et à bientôt.